C'est-à-dire que, et comment, alors toi, justement, on t'explique comment on pourrait pallier à cette inégalité en abolissant l'argent. C'est quand même pas très commun, quoi, comme façon d'aborder le problème. Mais en fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire une conséquence de... C'est une conséquence des principes. C'est-à-dire, encore une fois, je pose le principe que le principe fondamental de l'ordre social, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Alors, un citoyen, c'est quelqu'un qui a le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce que la cité considère comme une participation, et qui en retour a le droit de profiter des bienfaits de sa cité, comme tous ses concitoyens. Mais pour profiter des bienfaits de la cité, comme une partie de ces bienfaits consiste en production, qui sont sur le marché, il faut que les citoyens puissent accéder au marché. Donc, si on reformule, c'est les citoyens donc, doivent être égaux en devoir et en droit, dont celui d'accéder au marché. Ce qui veut dire que les citoyens ont le droit d'accéder au marché parce qu'ils sont citoyens. Donc, si c'est la citoyenneté qui confère le droit d'accéder au marché, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de monnaie en fait. En fait, le principe que j'ai exposé, pour être appliqué, il faut effectivement que les citoyens disposent d'un moyen d'attester leur citoyenneté. Ben, aujourd'hui, c'est très simple, hein, il suffit de les doter d'une carte à puce, qui va chercher l'information dans une banque de données, qui vérifie qu'ils sont citoyens, ou qui vérifie leur citoyenneté. L'information, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de un peu, pas beaucoup, 10, 20, 30. Non, c'est oui ou c'est non. C'est binaire. Et à partir du moment où leur citoyenneté est constatée, ben, ils vont chez le commerçant et ils prennent ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour un individu. C'est vrai pour tout le monde. Évidemment, pour l'instant, on vient à peine de poser la base. Je dis les choses de manière simple. En réalité, c'est forcément plus compliqué que ça. Oui. Mais le principe, c'est ça. C'est la citoyenneté qui confère le droit d'accéder au marché. Mais alors, c'est-à-dire, les personnes, elles ne sont plus payées. Enfin, elles sont plus payées. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais pourquoi continuer à travailler? Mais aujourd'hui, on n'est pas payé non plus. Aujourd'hui, on nous donne des miettes, mais ce n'est pas être payé. En fait, l'argent sert à nous dépouiller de nos droits. La monnaie. La monnaie sert à nous dépouiller de nos droits. L'argent, la monnaie n'intéresse que les riches. Pour les pauvres, ça n'a pas d'intérêt la monnaie. C'est un moyen de les exploiter. On leur dit, tiens, t'as vu, je t'ai donné un truc. Oui, ça vaut rien, c'est à peu près pareil. Quoi. Ouais, à peine de quoi vivre. Ouais. Repose ta question. Bah, justement, si, par exemple, moi, demain, on me dit... Ah non, parce que alors, tu me dis... Il n'y a plus d'argent, pourquoi j'irai travailler quoi? Non, mais... c'est pas que tu n'es pas payé. C'est que quand tu participes à la vie de la cité, bon, pour être simple, quand tu fais partie d'une entreprise, tu es citoyen. Puisque l'entreprise existe officiellement, donc elle a une utilité. Donc le fait même de faire partie d'une entreprise fait que tu es citoyen. Donc tu travailles dans cette entreprise, qui te garde évidemment quand tu travailles, si tu ne fais pas ton boulot dehors. Ouais. Bon. Donc, tu fais partie de l'entreprise, tu es citoyen. En retour, tu as le droit d'accéder au marché, librement. Alors, tu me dis que tu n'es pas payé. Imagine que demain, tu fais ton boulot, et qu'en sortant, tu puisses acheter ce que tu veux. Est-ce que tu imagines la somme d'argent qu'il te faudrait pour pouvoir faire ce que tu veux quoi? Ben grosso modo, c'est l'équivalent de ce que tu es payé dans mon système, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Ouais, mais s'il y a pas de... En fait, il faut comprendre une chose. Ouais. C'est comme une sorte de forfait. En fait, tu ne payes pas en détail ce que tu achètes, ce que tu achètes, ce que tu retires du marché. Tu payes en gros le droit d'accéder au marché par ton travail. Tu remplis un devoir envers la cité, et la cité en retour te garantit le droit d'accéder au marché. Puisque le marché il est alimenté par les gens. Et les entreprises, ouais, mais n'ont plus d'intérêt. Les entreprises qui existent juste pour un but lucratif, elles n'ont pas de... L'entreprise sera forcément constituée de citoyens. Ah, ce sera plus des entreprises comme maintenant. Ah bah, non mais tout change. Tout change. Ouais. Non mais toute la mentalité change par définition. Mais il faut pas oublier non plus que c'est un système dans lequel les gens ont un libre accès au marché. C'est-à-dire que même dans un petit... Dans un petit village, la supérette, les prix, il n'y a pas de prix. Donc c'est pas moins cher ou plus cher d'aller à la supérette du coin que d'aller faire 30 bornes pour les supermarchés.
On peut très bien aller à la supérette, ça coûte pas plus cher. Ouais, mais quel est l'intérêt d'une supérette? Je comprends pas. C'est quelqu'un qui veut travailler. C'est quelqu'un qui veut être citoyen. Ah oui, mais alors donc toutes les grandes surfaces, ça va disparaître. Pas forcément. Quasi instantanément, à moins qu'elles soient reprises, comme tu dis, par quelques citoyens. Non, mais bon. parce que ça aussi. Non, mais déjà, il y a des gens qui en font partie. Aujourd'hui, elles existent. Donc, il y a des gens qui auront intérêt à ce qu'elles continuent. Mais en même temps, il est effectivement évident que les gens auront plutôt tendance à. Ne feront pas forcément des dizaines de bornes pour aller au supermarché. Si le produit est à côté, qui n'est pas plus cher, ils iront à côté. Hein. Donc ça va redévelopper le commerce de proximité. Parce qu'en gros, quand je rentre dans la supérette, je me sers de ce que j'ai besoin, je ressors. Je montre que je suis citoyen. C'est un peu ça. Je schématise, mais c'est ça. J'ai ma carte citoyen et hop, je prends ce que j'ai besoin et je m'en vais. Et alors si ça existe, pourquoi s'en priver? Et celui qui a la supérette, lui, son seul truc, c'est d'avoir accès au marché, mais en tenant une supérette, quoi. Son boulot, lui, parce que ça lui rapporte pas d'argent de vendre des trucs, parce qu'il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, mais c'est le fait qu'il ait des clients et qu'il écoule une certaine quantité de produits qui atteste que lui-même a fait son devoir. Donc il faut qu'il fasse son boulot. Et une fois qu'on a constaté qu'il fait son boulot, il est citoyen. Et en tant que citoyen, lui-même va chez le boucher, chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le médecin, etc. Mais alors, est-ce que aussi il n'y a pas une injustice, si j'ose dire, entre si en tout cas on a supprimé l'unité de valeur monnaie, est-ce qu'il n'y a pas une unité de valeur quand même travail entre le travail d'un chirurgien? Moi, ce qui me fait marrer, qui doit faire 10 ans d'études. Mais 10 ans d'études, dans mon système, qu'est-ce que c'est les études dans mon système? Aujourd'hui, quand on fait 10 ans d'études, on n'est pas payé. Non. On est payé après, on va dire. Dans mon système, il est citoyen dès qu'il commence à faire ses études. C'est pas. Attends, c'est quoi? Il n'a pas été à la guerre, le mec. Hein. Parce que moi, faire des études, c'est pas. C'est compliqué quand même, c'est un peu. D'accord. C'est pas un sacrifice quand même. Après, il faut savoir si le mec préfère faire chirurgien ou éboueur. Parce que même dans éboueur, il faudra plutôt en faire. Mais c'est pas vrai. C'est marrant parce que tout le monde pose le genre de questions. Et en fait, dans 5 minutes, tu vas dire le contraire. En fait, tu vas dire le contraire. Tout le monde va faire ingénieur. Non, on ne peut pas tous faire ingénieur. Et en même temps, on ne peut pas tous faire éboueur. Et on ne veut pas tous. Voilà, si tu n'as pas d'inconvénient à faire des études, si tu en as les capacités, mais derrière, ça t'amènera un meilleur boulot. Qui te rapportera peut-être pas plus d'argent. Mais personnellement, ce sera pour toi un meilleur boulot. Et socialement, ce sera quand même mieux, toujours, d'être chirurgien, docteur, etc., qu'éboueur. Mais même les métiers libéraux, ça peut marcher. Par exemple, un artiste qui ne produit rien vraiment. C'est pas vrai, un artiste. Enfin, par son art, mais justement, un artiste qui marche, il produit quelque chose. Ouais, mais sinon, celui qui marche pas, qui produit des trucs, mais ça marche pas. Il aura quand même accès au marché ou pas? Ah non. Comme aujourd'hui. Non, mais ce que je propose, quelque part, n'est pas tellement différent du système que l'on connaît. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Ce qui change tout en réalité. Mais quelqu'un qui ne produit. Parce que on ne mesure pas l'activité de quelqu'un par rapport à ce qu'il produit. On mesure l'activité de quelqu'un par rapport à ce qu'il vend. Enfin, ce qui rapporte comme argent, non, dans mon système, il n'y a pas d'argent. Mais par rapport à l'intérêt qu'il suscite au niveau des consommateurs ou des citoyens. D'accord. Si personne ne s'intéresse à ce qu'il fait, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce que lui, quand même, quand il est citoyen, il va quand même pouvoir retirer des biens qui l'intéressent. Donc il faut que lui-même fournisse à la cité quelque chose qui intéresse les autres. Voilà, on me dit le citoyen qui fait un métier plus dangereux que les autres, plus fatigant, est-ce qu'il a le droit à plus de nourriture? Non. Mais on ne peut pas avoir plus de droits. Oui, parce que c'est le même droit pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais déjà, un métier plus dangereux, d'accord. Est-ce que c'est un système qui va pouvoir garantir le maximum de sécurité à ses employés? Si ça ne coûte pas d'argent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on rogne sur les marges de sécurité, etc. Pour des questions de profit. Hein. Et on me dit, par exemple, évidemment, ceux qui ne travaillent pas. Alors, c'est quoi le cas de ceux qui ne travaillent pas? Alors, il y a deux choses. Ceux qui ne peuvent pas travailler. Voilà, oui, il y a le cas. Pour X raisons. X raisons, handicap, etc. En général, c'est plutôt le handicap. Alors, celui-là, effectivement, est à la charge de la société. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est citoyen. Hein. Mais il est à la charge de la société. Ça ne lui coûte rien, de toute manière, il peut être à la charge. Et quand on n'est pas en état de travailler, c'est qu'on n'est peut-être pas non plus en état d'exercer ses droits de citoyen. Donc si on n'est pas en état d'exercer les droits de citoyen, ni non plus les devoirs, on ne peut pas être citoyen. Ouais, mais si quelqu'un lui manque une jambe ou un bras... on peut travailler, hein. Ouais. Attends, on n'est pas... Excuse-moi, pour être dans un fauteuil, on peut travailler. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je pars du principe que ce n'est pas à la société de dire si quelqu'un est handicapé.
c'est à l'intéresser lui-même. S'il veut s'assumer en tant que citoyen valide, il a sa dignité. Et maintenant, si effectivement il se sent trop incapable, il y a des gens qui ne sont pas conscients non plus de leur handicap, après là, effectivement, c'est la société qui les prend en charge. Mais on nous parle des handicapés, quelle est leur situation aujourd'hui? Ils ont besoin de matériel qui leur coûte les yeux de la tête, ils ne peuvent pas se le payer. Oui, c'est vrai. Même si le matériel existe. Ils n'ont pas accès à beaucoup d'emplois. Là, la question elle est réglée. Hein. Alors, en plus, évidemment, dans ce système-là, on peut, comme aujourd'hui, imaginer des quotas pour des gens qui sont handicapés, enfin, qui sont diminués. C'est un défi. Bah, ça a suscité évidemment énormément de questions. Qu'est-ce que tu as vu comme question? Ne vaut-il pas mieux réquisitionner les banques et redonner celle de noblesse à l'argent? Bah oui, c'est l'argent. Voilà ce que je t'évoquais en off, tu vois, que tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu dis la création monétaire, ça suffit pas. Non, l'argent public, ça sera pas suffisant. Déjà, alors c'est une chose que je n'ai pas encore dite. L'argent, ce n'est pas la monnaie. Enfin, ce que moi j'appelle l'argent, que j'écris avec un grand L, enfin, L majuscule et argent tout attaché, ce n'est pas la monnaie. L'argent, je le définis comme étant la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. C'est une croyance qui vient du troc. C'est le fait de pratiquer le troc qui fait que les hommes finissent par concevoir cette croyance, la notion de valeur marchande, et la monnaie n'est qu'une conséquence de cette croyance. L'argent, donc, au sens propre, c'est cette définition-là, la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. L'argent, au sens large, ça englobe tout. Toutes les conséquences de ce principe-là, à commencer par la monnaie. Et il faut bien comprendre que, alors, maintenant pour parler de la monnaie fonctionne selon deux principes. Le principe de l'attraction, le premier principe, c'est le principe des vases communicants. La monnaie circule. Pour qu'il y en ait ici, il faut en prendre là. Le principe des vases communicants. Et la monnaie incarne des droits. Ce qui fait que comme la monnaie circule, elle finit forcément par s'accumuler à un certain point. Et comme c'est des droits, c'est du pouvoir. Et du pouvoir d'attraction. Donc, obligatoirement, dans le système monétaire, il y a inégalité. Déjà, il n'y a pas de droit, en fait, au sens propre. La monnaie limite par définition, le pouvoir d'achat est limité avec la monnaie. Il est limité à la quantité de monnaie dont on dispose. Donc, ce n'est pas, en fait, un vrai droit. Quand on est dans un système monétaire, on ne peut pas concevoir les droits du citoyen. Puisque les droits du citoyen passent par la monnaie. Enfin, les droits des individus passent par la monnaie. Donc on ne peut pas réfléchir en termes social. C'est la monnaie qui incarne les droits. Donc quand on va sur le marché, on n'a pas de droits parce qu'on est citoyen. On a des droits si on a de la monnaie. Si on a de la monnaie, oui. Dans le système monétaire, donc sous l'argent, on n'est pas dans la logique sociale. Et le paradoxe, c'est que l'argent est au cœur de la société. Enfin, en tout cas de ce qu'on appelle société. Et pour moi, tous les dysfonctionnements, en fait, viennent de là. C'est que quand vous mettez des roues carrées à votre voiture, elle marche moins bien. C'est exactement ça. Quoi. Ouais, parce que, voilà, on me dit, est-ce qu'un système de carte de citoyen, c'est pas le début d'un système type communisme? C'est pas le début d'un nouveau type de dictature, ce qu'on me dit. Ça fait un peu, ça les effraie, les gens. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Moi, je pose simplement la question. Est-ce qu'on va vers un système de cartes? On y va avec les puces RFID en tout cas. Alors est-ce qu'on préfère y aller avec le système monétaire ou sans la monnaie? Voilà, parce que ils ont l'intention de mettre ce système-là, mais pour remplacer la monnaie. Pas pour la remplacer. Non, mais pour avoir que la monnaie. Oui, mais ça restera le système monétaire. Ah oui, ce sera encore plus horrible en plus. Voilà. Voilà. La technologie, elle va avancer, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on veut que la technologie serve l'argent ou les citoyens? Voilà. Une question, par exemple, aussi avant la pause, là, justement, sur la propriété privée. Ouais. On conserve tout en l'état, comment ça se passe? C'est un système dans lequel vous pouvez accéder au marché. Par définition, vous en retirez des biens. Qui sont donc votre propriété privée. Mais c'est comme aujourd'hui, en fait. Oui, mais la propriété privée, par exemple, pour une maison. Moi, par exemple, j'ai ma maison, je veux la vendre. Comment je fais? Je peux plus la vendre, il n'y a plus d'argent. Alors comment je fais? C'est une forme d'illusion, en fait, aujourd'hui. Si demain, le TG veut passer sur ta maison, elle n'est plus à toi, ta maison. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, il y a l'argent qui fait qu'il y a une espèce d'illusion, tu crois que tu es propriétaire. En réalité, le sol appartient à la nation.
Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi, propriétaire, avec ma maison que je veux vendre? Comment ça se passe? Bon, il y a différentes façons de faire. Ça, c'est pareil, c'est encore des institutions. T'inquiète pas, il y a quelqu'un qui la prendra à ta maison. Bah oui, ça me fait peur, mais moi, je vais me retrouver. C'est toi qui veux la sans- céder. Oui. Non, mais après, moi, c'est un système qui aura des règles. Donc, après, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de toutes ces règles, ce sera fastidieux. Mais t'inquiète pas, ce sera faisable. Ce sera faisable parce que non, mais c'est une question importante parce que la propriété privée, ça a été au centre de toutes les révolutions, quoi. Après, Mais de toute manière, on ne sera pas propriétaire au sens propre. Tu seras propriétaire, par exemple, aux yeux de tes concitoyens, mais jamais aux yeux de la cité. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, en vérité. Tu vois? Aujourd'hui, comme je te disais, si demain on veut t'exproprier pour faire une maison, faire une route, un train, une route, on t'exproprie. Alors on t'indemnise, parce qu'on est dans un système monétaire. Mais bon, dans le système où il n'y a pas d'argent, ça n'a pas de sens de t'indemniser. On peut éventuellement te proposer autre chose, mais même par tes propres moyens, tu pourras te reloger, etc. Tu vois, ça n'a plus de sens. Je prends un exemple. Demain, tu as un accident de voiture. Ouais. Aujourd'hui, il y a des assurances. Ben, si tu n'es pas mort, dans mon système, parce que dans un accident, tu peux mourir, mais si tu n'es pas mort, tu n'as besoin de personne. Ou tu récupères une autre voiture, ou tu vas chez ton garagiste, tu te fais réparer, ça ne te coûte rien. C'est sûr qu'il y a moins de galère. Pour le coup, mais tout est. Alors, moi, en ce moment, j'ai une fuite chez moi. Bon, ça m'emmerde un peu d'appeler un plombier qui va me prendre je ne sais combien. Ben, demain, j'ai pas de problème d'argent, j'appelle le plombier dans les 5 minutes qui suivent. Ouais. Mais tout le monde appellera les plombiers, il n'y aura plus assez de plombiers aussi. Ben, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Parce qu'on aura tous. Mais déjà, il y a 5 millions de chômeurs, voire plus. Ouais. Mais il faut s'imaginer que tout le monde bosse là. Et non seulement tout le monde bosse, mais tous les gens qui aujourd'hui bossent dans la finance, à brasser du vent, ils font autre chose. Oui. Et quelque chose d'utile. Oui, parce que bah, vous êtes contents, c'est eux dont je te parlais, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui font pas grand chose. Non, moi je parlais pas des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, moi je parlais des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les assurances, des gens qui travaillent dans les banques, etc. Bah, il y aura des gens, des cols blancs, mais il y en aura beaucoup moins en tout cas dans ce domaine-là. Il n'y en aura plus dans ce domaine-là. Alors il y a une question que j'imagine aussi qu'on a dû te poser, mais quand même qui est intéressante. On nous dit, est-ce que c'est pas la compétition qui motive l'innovation en entreprise et le fait que justement il y ait une espèce de compétition mais positive de la recherche? Mais il y aura toujours compétition. Mon système, c'est un système libéral. C'est du libéralisme sans capitalisme. Ouais. Les entreprises sont en concurrence. Bah, elles sont en concurrence, mais comment elles vont Mais après, il y a des gens, c'est leur boulot de chercher, donc ils sont payés à chercher. Il y a des gens qui sont des génies par nature. L'argent, c'est pas l'argent qui fait réfléchir les hommes. C'est les hommes qui ont ça en eux, qui réfléchissent. La plupart des gens qui ont trouvé les plus grandes découvertes, ben souvent l'ont fait en étant eux-mêmes dans la pauvreté. C'est parce que c'est leur truc de chercher. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plein d'inventeurs. Il y a des inventeurs inconnus qui n'ont pas forcément inventé les meilleures choses. Mais si demain tous ces gens-là avaient la possibilité de développer leurs inventions, mais le monde avancerait encore beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. J'en suis sûr de ça. Quoi. Parce qu'on nous dit aussi est-ce que les gens ils auront encore envie de faire des travaux pénibles comme occuper des métiers de caissière, tous les petits boulots de femmes de ménage, etc. Bah, ça se trouve, il y a peut-être plus de caissière. Hein. Oui, parce que là. D'abord, si demain vous touchez 10 000 euros à faire caissière, vous trouvez que c'est pénible? Ouais, en valeur. Bon, je prends un exemple que l'on puisse comprendre, mais ça relativise. Hein. Ouais. Il y en a peut-être. En plus, encore une fois, c'est un système qui permettra d'apporter le meilleur à ses employés. Aujourd'hui, on va pinailler sur les crayons, sur la machine à café. Dans ce système-là, les employés veulent une machine à café, ils ont une machine à café, dernier cri. C'est ce genre de question qui ne se pose même pas. Quoi. Et tout ce qui sera possible de faire pour améliorer le cadre du travail sera fait. Voilà. Effectivement, ça se trouve, il n'y aura peut-être même plus effectivement de caisse. Donc, tu vois, mais il ne faut pas se poser ce genre de questions. Il y a un moment où on se bat pour les principes, et le principe, c'est que les citoyens doivent être égaux en devoir et en droit, où on défend l'argent. À un moment donné, il faut choisir son camp. On ne peut pas passer son temps à se plaindre du système actuel et en fait le cautionner de mille manières. Ouais.
Ouais, voilà. Alors voilà, il y a un peu les avocats du diable qui me disent, j'ai vu là, il y avait des réprobations, on me disait que l'argent l'argent n'était pas forcément le problème. Bon, il y en a qui pensent ça. Et j'ai vu aussi comment dire, voilà, il y en a qui me disaient oui, on va passer de tapineuse à escort girl. Bah, c'est un travail comme un autre. Hein. C'est-à-dire, en gros, il dit on change un peu le truc, mais on garde le même paradigme, parce que les gens veulent, carrément, il y en a plein, ils veulent éliminer le travail. Ils disent là, en fait, on garde quand même le paradigme du travail en échange. En fait, toi, c'est très important, les droits et les devoirs. C'est la base. Bah, c'est-à-dire, c'est parce qu'on a... Le problème, c'est que est-ce que le mec qui dit ça, il veut se chauffer au bois et s'éclairer à la bougie? Et encore, il faudra qu'il le fasse lui-même. Je crois pas. Hein. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais de toute manière, ça n'a pas de sens. L'évolution tend vers ça. D'ailleurs, je parle d'évolution. La monnaie, c'est quelque chose qui a évolué. C'est parti d'objets concrets, voire des biens, des animaux, Et petit à petit, avec le temps, ça a évolué vers quelque chose de plus en plus virtuel. C'est passé au billet, maintenant c'est passé à la monnaie virtuelle, qui, elle, est manipulée par des cartes. En fait, à mon sens, on est en train d'assister à une transition entre deux moyens d'échange. D'une part, la monnaie, et à l'apparition d'un autre moyen d'échange qui serait les cartes. Vous prenez la carte de crédit, vous supprimez la monnaie, qu'est-ce qui reste? Il reste la carte. Ouais. Et si la monnaie a évolué jusqu'à être virtuelle, ça veut dire qu'elle évolue. Alors si elle évolue, elle va continuer à évoluer. Mais l'évolution de quelque chose qui est virtuel, c'est quoi? L'étape suivante. Je sais pas. C'est la disparition. Disparaître, c'est ce que j'allais dire, c'est disparaître. Ouais, donc voilà. Moi je pense que l'histoire ne va pas s'arrêter, que ça va continuer. C'est pareil que les gens qui... Quelqu'un disait tout à l'heure, mais c'est un système qui va permettre l'oppression. D'accord, mais le système monétaire fondé sur toute l'informatique, il ne va pas être oppressif celui-là. Aujourd'hui, on interdit même aux paysans de replanter leurs graines. On va loin quand même. C'est vrai. Et c'est cautionné par Bruxelles. Ouais. Démocratie de démocratie. Ouais. Donc là, on y va. Le monde apocalyptique que les gens imaginent, on y va. Hein. Mais c'est pas mon système qui fait qu'on y va. C'est le système dans lequel on est aujourd'hui. C'est important de le préciser. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et que faites-vous de la défense de la nature? On dirait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la défense de la nature? Ben, réfléchissez 2 minutes. Pourquoi est-ce qu'on détruit la nature? Si ce n'est pour le profit. Dans un système dans lequel il n'y a pas d'argent, on peut déjà... on raisonne forcément différemment. Déjà, on peut éviter de... Une entreprise peut avoir des normes plus strictes de non-pollution, etc. Ça ne lui coûte pas plus d'argent. Donc elle peut mettre en œuvre ces normes-là, etc., etc. Ah oui, c'est vrai que tu vois, il y en a qui en a une question que moi, il me dit, mais est-ce que c'est pas les riches qui font le plus mal à réagir finalement à tes analyses? Parce que on dit immédiatement, oui, les riches, les élites, eux, ils sont les plus menacés, clairement. J'ai envie de dire, quelque part, ce que tu dis, tous les ouvriers ne peuvent être que d'accord. C'est ceux qui possèdent le plus. Ceux qui sont menacés, c'est tous ceux qui profitent réellement du système. Tous ceux qui profitent du système. C'est pour ça que ce que je dis est révolutionnaire. Oui, parce que voilà, encore la caissière, j'ai envie de te dire, elle cite tout de suite, mais celui qui a 5 appartements à Versailles, il n'est pas tout à fait d'accord. C'est en cela qu'on voit que par exemple un Besancenot, qui quand il est sur les plateaux de télévision, siège aux côtés de Parisot, il se la ferme. Hein, il ne peut pas être un révolutionnaire. Parce qu'il lui dit ça, voilà, Parisot... je crois qu'elle va te balancer à la DCAI. Enfin, tu vois, c'est très révolutionnaire quand même. Et surtout pour les grands possédants, je trouve vraiment les grands possédants, là, ils seraient terriblement. Cela dit, les grands possédants, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Ils peuvent même pas le dépenser. Non, ils peuvent pas le dépenser. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est d'une indécence. Mais bon, on s'en fout. Hein. Ils ont le pouvoir. Mais en période de révolution, l'argent ne compte plus. Le pouvoir, c'est la force. 99% des gens ont forcément plus de force qu'1%. Quoi. Ouais. Mais c'est ce qui s'est passé dans toutes les révolutions. Ça n'empêche pas les révolutions. Ouais. Et du coup, donc, alors,
ça change pas le système en place, donc c'est-à-dire les accès aux soins, etc. Tout ça est gratuit, quoi. Il n'y a plus, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui doit se faire soigner, il ne paye rien. Il n'y a plus de. Ben oui. Mais on ne va pas instaurer l'argent comme Ouais, ça. ouais. Il n'y a pas de monnaie. Mais le médecin, lui, quand il va manger, quand il mange, c'est gratuit pour lui. Ouais. Quand il achète toute sa voiture, c'est gratuit pour lui. Bon, mais, voilà, c'est... Et il faut surtout pas. Alors justement, mais par contre, tout le monde est effectivement tenu de remplir son devoir. ouais, alors, attention, est-ce que dans l'accès aussi Il y a après, peut-être des gens qui prennent l'émission en cours de route, donc voilà, c'est... mais tout pourra fonctionner comme ça, tu penses? Par exemple, je sais pas, je donne un exemple. Je veux aller faire un voyage en Australie. Donc quoi, je vais à Air France, je leur dis bon bah, je veux mon billet, je suis citoyen, hop, on me fait mon billet pour l'Australie. Et C'est un peu comme ça, ouais. c'est le monde de rêve que tu es en train de décrire. En fait, après, non, en fait, il y a deux aspects à cette question-là. C'est d'une part la circulation des personnes, d'autre part la circulation des marchandises. Mais quelque part, le principe c'est toujours le même, c'est comment est-ce qu'on fait. Parce que le système que je décris, on peut très bien le faire dans un pays comme la France. On peut le faire au niveau d'un pays. Donc la question c'est effectivement, si un pays... Enfin, quand un pays ne dispose pas d'argent, comment est-ce qu'il fait ses échanges internationaux? Ouais, parce que eux, ils vont vouloir de l'argent. Par exemple, si j'importe mes biens de Chine, les Chinois, ils vont me dire, bah, t'es bien gentil avec tes cartes de citoyen. Cela dit, les biens de Chine, le jour où il n'y aura plus d'argent dans ce système-là, on n'aura plus besoin de délocaliser les usines en Chine. Hein. On sera moins cher en France qu'en Chine. Hein. Dans l'absolu. Ouais. Donc, parce qu'on n'envoie pas les usines en Chine. Limite, quoi, ils vont mettre par ici pour faire travailler les Chinois, hein, par philanthropie. Ils vont concurrencer les Chinois, non, ce serait énorme. C'est exactement ça. Mais bon, pour en revenir à la question, donc il y a deux aspects. Donc, comment est-ce qu'un système donc, qui fonctionne sans monnaie peut échanger avec le reste du monde? Alors, le mieux, c'est de commencer, en fait, peut-être de partir sur la question de l'humain. Il y a des réponses. Mais après, le problème, c'est que ça dépend après de conventions internationales. Tu vois, donc, je ne peux pas te dire les conventions qui seront adoptées, mais sur le principe, par exemple, des marchandises. Sur la question des marchandises. On oublie que l'argent, parce que le raisonnement, c'est toujours, l'argent, ça sert à acheter. Donc, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter. Bon, sauf que l'argent, pour que ça permette d'acheter, il faut d'abord le gagner. Oui. En fait, il est là le point. Comment est-ce qu'un pays peut acheter? Parce que là, on est dans un système qui va fonctionner en tant que système. La société va fonctionner en tant que société. Là, aujourd'hui, c'est chacun de son côté. Là, c'est une société. Quoi. Donc, elle se pose le problème globalement. Et donc, comment est-ce qu'une société qui fonctionne sans argent peut acheter des produits à l'étranger? Parce que d'ailleurs, la question se pose aussi dans l'autre sens. Pourquoi? Enfin, comment est-ce que les pays étrangers pourront acheter des produits made in France? Mais c'est une société où tout le monde travaille, parce que là, il y a plus de chômage. Hein. Forcément. D'ailleurs, le problème, c'est qu'effectivement, tout est mêlé, il faudrait partir dans tous les sens en même temps. Mais 2 secondes sur la question du chômage. Imaginez que demain, tout le monde ait un pouvoir d'achat élevé. Alors, je ne sais pas, imaginez que dans le contexte actuel, c'est une utopie, mais c'est pour se faire une idée, que demain tout le monde ait, je sais pas, 5 000 euros par mois. Il n'y a plus de chômage. Hein. Il n'y a plus de chômage. Aujourd'hui, quand on fait des relances, on leur donne, allez, généreusement 1%. Quoi. Bon, si demain on leur met 300%, c'est sûr, il n'y a plus de chômage. Pourquoi? Parce que la demande est telle que ça suscite de l'offre de partout. Si vous pouvez aller au cinéma, au restaurant, acheter une voiture, faire ci et faire ça, de l'autre côté, il faut que des gens qui le produisent. Et pour qu'il y ait des gens qui le produisent, il faut que des gens travaillent. Donc le chômage terminé. Hein. Là, c'est un système dans lequel il n'y a pas d'argent. Donc c'est pouvoir d'achat, en théorie, illimité. En plus, on pourrait travailler moins, en plus, je veux pas dire. Bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'étais contre la loi des 35 heures. Parce que c'est... on doit travailler moins si ça a un sens. Mais là, c'est soi-disant pour partager le travail. Oui. Partager le travail et les revenus au passage. Hein, parce que les salaires ont été gelés pendant 10 ans. Quoi. Bon. Mais donc c'est un système, il ne peut pas y avoir de chômage. La demande étant infiniment supérieure à l'offre tend forcément à augmenter. Et quand elle arrive à son maximum, c'est qu'il y a plein d'emplois. Et comme la demande est toujours supérieure, on reste en plein emploi. Ce qui n'est absolument pas possible aujourd'hui. Donc c'est une société qui produit. Si elle produit,
elle peut exporter. Si elle exporte dans des pays monétaires, ben, elle vend ses produits. Si elle vend ses produits, elle a un budget. Ben, si elle a un budget, ben, elle peut acheter les produits des autres. Alors évidemment, il faut mettre en place des institutions, etc. Mais en gros, voilà. Alors, c'est ce que font les gens tous les jours. Pour bien illustrer, donc par exemple, je sais pas, on produit des parfums, par exemple les Français, là, on produit des parfums. On vend donc nos parfums à des Chinois qui, eux, nous paieront donc en monnaie. Et donc, nous, avec cette monnaie, on pourra évidemment acheter avec d'autres pays qui pratiquent encore le monétaire, par Bien exemple. sûr. J'ai même imaginé que cette société-là puisse créer une monnaie, non pas pour qu'elle circule à l'intérieur, mais une monnaie pour les échanges internationaux. Une monnaie qui serait donc gagée sur sa production. Ce serait une société qui serait à l'abri des crises financières. Imaginez la puissance de cette monnaie. Le paradoxe, ce serait donc que c'est un système sans monnaie qui aurait la monnaie la plus forte du monde. Quoi. Il faut surtout pas. Parce que en tout cas, on peut se baser déjà sur la première solution. Les échanges internationaux, pour l'heure actuelle, c'est le dollar qui maîtrise, bon, pour le moment, voilà, qui est le centre. Ça voudrait dire que aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait un pays qui s'empare de cette monnaie internationale. Parce qu'on non, mais ça, c'est ce que j'ai dit. C'est une solution que j'ai envisagée. Mais on peut déjà fonctionner simplement avec la monnaie des autres. Hein. La monnaie des autres, ça suffirait. Ouais. Après, là, on est en train de poser une base. Après, sur le long terme, d'ailleurs, à court terme, moi, je pense que si la France passait à ce système-là, dans les 10 ans, toute l'Europe y passe. Hein. Et là, pour le coup, on pourrait faire une vraie Europe. Parce qu'on me dit. D'ailleurs, c'est marrant, on pourrait parler d'Europe. La vraie Europe. Parce que là, on est un peu dans la question européenne. Parce qu'on me dit. Comment dire, pour acheter les matières premières, oui, c'est toujours le même. C'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire on irait chercher de l'argent via ce qu'on irait, puis on achèterait nos matières premières avec. D'ailleurs, je l'ai dit, les matières premières, même aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ça, il me semble, il y a du troc entre pays. Mais comment on éviterait on peut très bien, non mais par exemple, excuse-moi, on peut très bien demander l'importation de matières premières en échange de produits finis, qui sera en plus de qualité cette fois-ci. Hein. C'est du Made in France, avec toutes les dernières technologies, etc. Donc, on trouvera toujours des terrains d'entente. Un pays qui produit et qui n'a pas de chômage, il trouvera toujours à s'entendre avec ses voisins. Parce que oui, parce que est-ce qu'il n'y aura pas un risque aussi de dérapage au niveau de la France elle-même, où des gens ils profiteraient de ce système pour s'enrichir eux-mêmes à l'étranger en allant chercher les produits dans les magasins, les revendant ailleurs. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi s'enrichir? Ça n'a aucun sens. Parce que la monnaie serait inutilisable en France, pour le coup. Il vivrait sur les frontières, peut-être. Je vais dévaliser un magasin français, puis je vais tout revendre en Suisse. Les réfugiés compactent en Suisse. Après, ça dépend aussi de... En même temps, si le pays étranger... Non, mais déjà, tu peux avoir des lois en France qui l'interdisent. Hein. Déjà, d'une part. Le mec se fait gauler, terminé, il n'est plus citoyen, il est tout perdu. Hein. Parce que là, dans ce système-là, tu n'es pas citoyen, tu n'es plus rien. Quoi. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Tu as le droit d'avoir un lopin de terre pour cultiver tes carottes. Mais je suis pas sûr que le mec, entre être citoyen et cultiver ses carottes tout seul dans son coin... Oui, parce que citoyen, c'est un statut suprême. Alors on peut perdre aussi, tu dis, ce statut. Est-ce qu'on peut le perdre aussi de façon pénale Oui, évidemment. D'ailleurs, c'est d'où l'absurdité du débat qu'on peut avoir aujourd'hui sur les détenus. Un détenu n'est plus citoyen. Et évidemment, il n'a pas de droit de vote. On ne peut pas être citoyen quand on est privé des droits du citoyen, par définition. Des droits et des devoirs. Quand on est en prison, les devoirs, on ne les remplit pas trop. Quoi. Parce que justement, les devoirs du citoyen, parce que ça, c'est la notion très importante. Les devoirs, donc pour toi, c'est d'assurer donc un minimum de temps à la collectivité, c'est ça? Alors, comment ça se définit? Je dis, déjà, le premier devoir du citoyen, en théorie, c'est de défendre la cité. Parce que l'origine de la société, c'est l'instinct de conservation. On est en société pour garantir notre survie. Bon, après, quand une société est importante, elle n'a pas besoin de garantir sa survie tous les jours. Donc c'est un devoir qu'on remplit qu'occasionnellement. Donc le premier devoir au quotidien, c'est de participer à la vie de la cité. Je dis bien participer, ça ne veut pas dire travailler. Le travail est une forme de participation. C'est pour ça que participer, c'est beaucoup plus large. Pour ça, tout à l'heure, je parlais par exemple des femmes au foyer. C'est pas femme au foyer toute seule avec son chat. Hein. C'est femme au foyer avec des enfants, avec... certaines... Après, c'est des lois. Dans certaines conditions, on a le droit de rester au foyer quand on a un conjoint. Après, c'est les lois de ce système-là.
Il faudra tout redéfinir, quoi, toutes les lois après quand même. Ah ben, Enfin, pour le coup, en même temps, si on veut rien définir, si on préfère rester dans ce système-là, tant mieux. Enfin, on peut choisir. Hein. Enfin, ce système-là, pour moi, il va dans le mur. Donc, mais par exemple, un retraité. Ben, que se passe-t-il pour un retraité dans ce système? Ben, il reste citoyen. Il est retraité parce que la loi lui permet de ne pas travailler à partir d'un certain temps, enfin, après avoir passé tant d'années à travailler. Bon, ben, s'il profite de ce droit, il est retraité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours citoyen. Donc il n'a pas cotisé, puisqu'il n'a pas d'argent. Et en tant que citoyen, il a toujours accès au marché. Et il a le même droit que quand il était actif. C'est le même droit. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Je parle même pas des veuves, etc. En plus, c'est une société où, alors, j'ai envie de dire, le superflu disparaîtrait, alors, hein, tu crois pas? Parce que finalement, tous les produits de luxe, tout ça, tout ce qui est un peu superflu, superficiel, ça n'a pas trop d'intérêt dans une société comme celle-là. Pourquoi? Bah, puisque je sais pas, sinon, ils vont être en rupture de stock alors. Tout le monde va aller acheter. Je sais pas, mon parfum, j'irai l'acheter chez Lagerfeld plutôt que chez Monoprix, quoi. Enfin, puisque de toute façon, il n'y a plus d'acheter. Donc j'irai avec ma carte de citoyen. Non, ce sera la même chose pour tout. Ce sera la même chose pour tout. Mais on ne produira plus pour fournir Franprix. On ne produira plus pour fournir Fauchon. On ne fera plus des voitures de merde. Pour que les gens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout sera bien, oui, c'est ça. Produit de la merde, les gens peuvent les acheter, mais si demain les gens peuvent acheter mieux, ils vont acheter mieux. Mais c'est quoi le problème que les gens achètent mieux? C'est quoi le problème que demain les gens achètent de la bouffe bio plutôt que la bouffe produite par Monsanto? Moi, je vois pas là un problème en fait. D'ailleurs, en parlant de Monsanto, qu'est-ce qui fait que la puissance de Monsanto? Mais toutes les entreprises qui sont extrêmement dépendantes des importations extérieures, il faut qu'elles possèdent de l'argent alors pour. Non, parce que ça marchera pas comme ça. Ça passe après. C'est des institutions en fait. Elles commandent via le biais des institutions ou elles commandent directement et puis c'est les institutions qui payent. Après, c'est un système à mettre en œuvre. Mais enfin, il n'y a rien d'insurmontable. À partir du moment où on a compris comment se passer de la monnaie et comment anéantir l'argent, tout le reste, c'est des problèmes à deux balles. Mais après, c'est des questions qu'on ne peut pas forcément résoudre, nous, aujourd'hui. Nous, il faut simplement comprendre le principe. Après, les citoyens, en leur temps, adopteront les lois qu'ils voudront. Les solutions qui se présenteront à eux. D'ailleurs, nous, on peut imaginer des problèmes qui peut-être ne se poseront pas, et inversement, les gens auront des solutions dont on n'imagine même pas qu'elles existent. Tu vois, donc en plus, toi, tu penses vraiment que si... allez, on part dans l'hypothèse où on arrive, imaginons en France, à imposer un système comme ça sans argent, ça va faire tache d'huile en Europe. Est-ce que je le pense? Ouais. Ah oui, oui. Mais clairement, en fait, technologiquement, en fait, la plupart des pays européens, aujourd'hui, on a élargi l'Europe. Oui. Bon, les pays d'Europe occidentale sont tous technologiquement capables de passer à ce système. Donc oui, il faut bien comprendre. Une révolution, c'est la rencontre de deux choses. C'est des circonstances et une idée. Donc elle n'aura lieu que s'il y a les circonstances. Ça ne veut pas dire un effondrement total, mais au moins un début d'effondrement qui fera que les gens seront obligés se résoudront à passer à autre chose, et cette autre chose sera cette idée-là. Sinon, il n'y a pas d'alternative. C'est où on sort de l'argent pour l'égalité, ou on reste dedans. Mais il n'y a pas. C'est ou l'argent ou l'égalité. Il n'y a pas. On ne pourra jamais trouver l'égalité dans un système monétaire. En fait, non. Ça, c'est vraiment mais inversement, si on ne vise pas l'égalité, on reste dans le système monétaire. Tous les gens qui combattent, qui s'opposent à mes idées, en réalité, ne font que défendre le système actuel. Donc on ne peut pas être un révolutionnaire quand on défend le système actuel. Et même des gens qui se disent révolutionnaires, qui en réalité sont les cautions du système actuel, quoi. Et donc, l'effondrement économique. Moi, je pense que le système est aujourd'hui confronté à une contradiction fondamentale. Alors, on va dire que c'est un truc marxiste, etc. C'est pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. Je dis une chose. La monnaie repose sur la notion de valeur marchande. Oui. Cette notion de valeur marchande vient du troc. Le troc se pratique dans un contexte de production artisanale. Donc je dis que ce moyen d'échange, en fait,
est lié, est adapté à un mode de production artisanale. Et on a conservé ce moyen d'échange, mais le mode de production, lui, a évolué. Parce qu'on est passé en mode industriel, on n'est plus du tout dans l'artisanat. Et en fait, la contradiction fondamentale vient de là. C'est-à-dire qu'on a un moyen d'échange qui, globalement, génère un pouvoir d'achat faible, de par le jeu des valeurs, etc. Donc, quand la production est faible, c'est relativement adapté. Mais quand la production est forte, et que la demande reste globalement faible à cause des mécanismes de la monnaie, du coup, on se retrouve avec plus de production que de clients. Et elle est là, en fait, la contradiction. C'est qu'en fait, depuis que l'industrialisation a commencé, on a cherché des astuces pour pallier cette contradiction. Et là, aujourd'hui, on arrive au bout du bout. Alors, c'est quoi Je te pose la question. Un système clos produit plus qu'il ne peut absorber par lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il peut imaginer comme solution? Tout ce qui s'est produit depuis un siècle. La première chose, c'est trouver des marchés à l'extérieur. Ouais. Ça a été également la colonisation, etc. augmenter les salaires. Mais en fait, au bout d'un moment, ça tourne en rond, puisque par le jeu de la monnaie, ça va se réduire. Mais évidemment, le truc le plus important, c'est le crédit. Le crédit à la consommation. Pourquoi est-ce qu'on fait du crédit à la consommation? Parce qu'en fait, à l'instant T, il n'y a pas assez de clients. Mais le crédit à la consommation, qu'est-ce que ça amène? Ça amène la création monétaire, etc., etc. Et ça amène également la séparation entre ça amène à dissocier la monnaie d'une base réelle, qui a été les talons or. Pourquoi est-ce qu'on ne base plus la monnaie sur l'or? Mais justement pour faire de la création monétaire artificielle. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il n'y a pas assez de clients. Donc l'idée des fois de revenir à l'étalon or n'a pas de sens. D'ailleurs, même si on revenait à l'étalon or, on n'utiliserait pas l'or en tant que monnaie. On l'utiliserait aussi en tant que réserve. Ouais, bien sûr. Donc ça ne résoudrait pas le problème. Le problème, c'est que en fait, le système, tel qu'il est, il ne peut pas fonctionner. Alors qu'inversement, dans mon système, la question ne se pose même plus. On produit plus, les gens peuvent consommer tout ce qui est produit. Ouais, oui. Mais le système actuel, lui, ne peut pas résoudre le problème. D'autant plus que, à mesure que Alors, au début, il y a quelques pays industrialisés. Donc, ils exportent. Mais quand tous les pays du monde sont industrialisés, ça n'a plus de sens. Oui, en fait, quand la terre entière est industrialisée, il faudrait une deuxième terre pour exporter. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, on est globalement dans une impasse. Et à un moment donné, il faudra quand même trouver une solution. Et il faudra quand même comprendre que le problème d'une crise financière, il vient forcément de l'argent. Je sais pas, parce qu'il y en a qui nous parlent. D'un côté, c'est les banques, de l'autre côté, c'est la création monétaire, de l'autre côté, c'est la spéculation. Mais vous ne remarquez pas que ça tourne quand même autour d'un dénominateur commun. C'est l'argent. Et à un moment donné, il faudra quand même regarder les choses en face. On me dit en plus que l'effondrement et le chaos généralisé, est-ce que ce ne sera pas un déclencheur justement pour une prise de conscience générale? Alors, je pense, ça dépend après ce qu'on entend par chaos. Est-ce que c'est l'effondrement du système monétaire? Et donc à court terme, moi je pense que le système que je conçois, même si l'idéal serait de préparer le terrain, donc un gouvernement élu ou autre arrive au pouvoir, prépare le terrain, parce que ça va quand même être... il faut préparer le terrain, quand je dis le terrain, c'est au niveau économique. Donc déjà mettre en place les cartes, fournir aux gens les cartes, adapter le système, préparer les entreprises à une forte demande, donc les encourager à commencer à augmenter leur production, etc. Bon, c'est ça la préparation. Mais sur cette préparation-là, donc, confronté à un effondrement monétaire, est-ce qu'on peut faire ça à l'arrache? Je pense que oui. Avec le postulat de ce système-là, on pourrait faire redémarrer la machine assez rapidement. Parce que l'effondrement monétaire, c'est virtuel. Quand l'effondrement est monétaire, rien ne s'effondre.
Tout est encore là. Le problème, c'est qu'avec le temps, oui, les choses se détériorent. Si les fondements monétaires, enfin si on n'a pas de solution en ce moment-là, voilà, là pour le coup, ça devient le chaos, tout part en décrépitude. Mais si on arrive à intervenir tout de suite, on peut éventuellement relancer la machine et faire notamment la révolution que je prône. Sinon c'est foutu. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'au moment où ça arrive, où ça arrivera, parce qu'à mon sens ça va arriver, d'ailleurs je vais parler de ça. Au moment où ça va arriver, il faut que les idées soient déjà dans l'air du temps. Même si les gens n'y ont pas encore adhéré, il faut que ce soit dans l'air du temps. Parce que, alors justement, est-ce que dans ton système, ceux qui ont le plus à perdre, c'est les riches en fait, clairement. C'est un système, franchement, parce que moi, si j'avais 150 millions d'euros, de côté, je me dirais, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, mais ça c'est en théorie. Déjà, tu peux pas les dépenser, pour commencer. Ouais. Et puis on est aujourd'hui. Moi, j'ai pas dit que la révolution c'était demain. Le système, à mon sens, le système va s'effondrer tout seul. D'ici, moi j'ai toujours prévu, depuis que j'ai commencé à écrire, je dis autour de 2030. Donc on a 20 ans, quoi. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, les riches se diront, il faut peut-être passer à autre chose avant qu'on nous zigouille ou j'en sais rien, moi, tu vois. De toute manière, il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à conserver le système. Ouais. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de révolution. C'est clair. Donc, est-ce que les 99% de la population vont se soucier du 1% qui a intérêt à conserver le système? En tout cas, est-ce qu'ils vont s'en soucier longtemps? Voilà. Est-ce que c'est la préoccupation de quelqu'un qui fait partie des 97%? Est-ce que c'est son rôle de s'inquiéter de l'intérêt du 1%? Une fois qu'on a résolu le problème de l'argent qui empêche en fait de trouver des solutions à tout, parce que c'est lui-même qui les crée, les problèmes, en fait dans ce système-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est des questions de bon sens, c'est des questions de volonté, ça dépend de l'humain. Quand on parle, là pour le coup, c'est l'homme est au centre, vraiment au centre. Mais tu fais en plus disparaître des choses auxquelles on n'a pas trop évoqué, mais la corruption, la délinquance, une forme de... Il y a quasiment plus de délinquance. C'est toutes ces choses-là, c'est des fléaux qui sont les conséquences du même système monétaire. Pourquoi est-ce qu'on pique un autoradio? Bon, maintenant ça se fait plus trop, mais un autoradio, pourquoi est-ce qu'on cache une voiture pour piquer un autoradio? On peut rien revendre, et faire de l'argent, etc. Mais s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de raison de piquer l'autoradio. Enfin, alors qu'on peut l'avoir, c'est des citoyens. Et à qui on va le revendre, puisque chacun peut en acheter un neuf. Oui. Mais tout est. Quand les gens me disent, mais ça change rien. Non, mais s'attaquer à l'argent, ça change tout. Et c'est-à-dire, ça change tellement tout que les gens se font dessus. Ils n'osent même pas avoir cette idée-là. Parce que s'attaquer à l'argent, c'est réellement s'attaquer à la racine du mal, je trouve. C'est vraiment la racine. C'est s'attaquer à toutes les puissances de la Terre. Ouais. Et le problème, c'est que quand on est un individu dans son coin, même si là, en fanfaron, on dit ça, c'est rien, quand on est dans son coin, on se dit, waouh, non, je vais quand même m'attaquer à un gros morceau, là. C'est ou ça, ou on continue, et on reste dans la matrice. Le mieux, c'est quand même d'aller à la théorie, d'aller au bouquin, là, en plus, vraiment, ce sera plus posé. C'est vraiment une théorie carrée. Les gens qui en entendent parler, enfin, la plupart des gens sont dans le même état au départ. Quand ils découvrent, déjà pour commencer leur histoire contre l'argent, ça les assoit. Non, mais c'est ce que et derrière, c'est que le premier volume. Non, parce qu'au début, quand on te parle de cette idée de but en blanc, tu dis waouh. Mais après, plus tu y réfléchis et plus finalement ça te paraît sensé. Et en fait, d'une logique implacable, certainement. En fait, si on ne remplace pas la monnaie par quelque chose qui anéantit l'argent, on reviendra à la monnaie. Parce qu'on n'a pas en fait anéanti le cœur de la logique. La logique, c'est donc la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Si on n'a pas identifié ça, et qu'on ne met pas en place un mode d'échange qui supprime cette logique-là, en fait, on reviendra à ça. Quelqu'un disait, pour faire la révolution dont je parle, il faut qu'elle ait lieu avant que le système s'effondre. Avant que l'effondrement total. Je suis d'accord. Il faut se dépêcher. Sinon, la révolution n'aura pas lieu, c'est clair. Alors, est-ce que il y a une logique immanente, un projet pour l'humanité qui amènera à ça? Je l'espère. Est-ce que la force des choses nous amènera à ça? Je l'espère. Sinon, il n'y aura pas de révolution, quoi. Sinon, ça va être retour au point de départ, quoi.